Mes chers collègues, mes chers collègues, on se croirait à l'approche du printemps. Mes chers collègues, non. Mes chers collègues, ainsi que tous ceux qui partagent cet instant, bien. Chacun étant pratiquement installé à sa place, nous allons pouvoir débuter nos travaux après avoir vérifié que le quorum est bel et bien atteint. Je passe donc la parole à notre directrice générale des services. Bonsoir. Monsieur Guy Geoffroy présent, Madame Métral-Bornet présente, Monsieur Delpuech présent, Madame Bredas présente, Monsieur Samingo donne pouvoir à Monsieur Claude Luttmann, Madame Gottin présente, Monsieur Guilbault présent, Madame Mollard-Cadix présente, Monsieur Vignol présent, Madame Laudet-Desmas présente, Monsieur Bourdeau présent, Madame Georget présente, Madame Savy présente, Madame Laforgue donne pouvoir à Monsieur Geoffroy, Madame Lafont présente, Monsieur Luttmann présent, Monsieur Guis présent, Madame Kozak présente, Monsieur Zawi présent, Madame Bourdelot-Le Roland présente, Monsieur Alamami présent, Monsieur Loret présent, Monsieur Yumbi Ngamo donne pouvoir à Monsieur Loret, Monsieur Rang donne pouvoir à Monsieur Delpuech, Madame Vivian présente, Madame Kirkali présente, Madame Hillman donne pouvoir à Monsieur Alamami, Monsieur O'Haraud présent, Madame Massé présente, Monsieur Rouillet donne pouvoir à Madame Massé, Madame Adjeli donne pouvoir à Monsieur Vrignot présent, Monsieur Rousseau donne pouvoir à Madame Pelou et Monsieur Pelou absent et Madame Pelou présente. Merci. Le quorum est donc bien vérifié. Nous pouvons débuter nos travaux, non sans avoir adopté au préalable le compte-rendu de notre séance précédente, dont la plume était tenue par notre collègue Laure-Agnès Mollard-Cadix. Tout le monde a eu le compte-rendu. Il n'y a pas eu de demande de modification ni auparavant ni en séance. Je vais donc le mettre aux voix. Qui est favorable ? Pas d'avis contraire, pas d'abstention. Il en est donc ainsi décidé. L'ordre du tableau, si l'intéressé y consent ainsi que notre Assemblée, voudrait que notre collègue Dominique Vignol soit le teneur du compte-rendu de notre séance d'aujourd'hui. Pas d'opposition, il en est donc ainsi décidé. Nous avons 9 délibérations soumises à notre approbation. Elles ont toutes fait l'objet d'une présentation, d'un examen et d'un avis formulés par nos commissions. Et nous allons débuter l'examen de ces délibérations par la première. Il s'agit de la modification du tableau des effectifs du personnel communal que nous rapporte notre collègue Marie-Martine Métral-Bornet. Merci, Monsieur le maire. Afin de tenir compte des évolutions des organisations, des mobilités internes, des départs pour démission, disponibilité, détachement, mutation, retraite ou fin de contrat, il est nécessaire de créer des postes, de modifier des postes et de supprimer des postes inoccupés. Au sein de la direction des systèmes d'information, pour assurer les missions dévolues au service dans les meilleures conditions, il est proposé de faire évoluer le poste d'assistante de direction en un poste d'assistante administrative et financière à compter du 1er janvier 2026.
Au sein de la direction Petite Enfance, pour assurer les missions dévolues au service dans les meilleures conditions, il est proposé de procéder à des modifications de poste et de grade à compter du 1er janvier 2026 selon les modalités suivantes. Un poste d'agent technique au sein de la crèche Les Farfadets du cadre d'emploi d'ATSEM pour le grade d'adjoint technique du cadre d'emploi des adjoints techniques. Un poste d'auxiliaire de puériculture du cadre d'emploi des auxiliaires de puériculture pour un poste d'assistant d'accueil de la petite enfance au grade d'adjoint technique et adjoint technique principal de 2e classe du cadre d'emploi des adjoints techniques. Au vu de ces éléments, Monsieur le maire vous propose d'adopter la modification du tableau des effectifs du personnel communal. La commission administration a émis un avis favorable unanime. Merci. Je ne vois ni remarques ni questions. Je vais donc mettre aux voix qui est favorable. Pas d'avis contraire, pas d'abstention. Nous en avons ainsi décidé. Le micro reste entre les mains de notre collègue Marie-Martine Métral-Bornet pour la deuxième délibération, indemnisation des travaux supplémentaires liés aux prochaines élections. Merci. Lors des élections municipales, présidentielles, législatives, régionales, départementales, européennes et les consultations par voie de référendum, certains agents municipaux sont mobilisés pour effectuer des heures supplémentaires pour la tenue des bureaux de vote, le montage et le démontage du matériel, l'organisation et la logistique des scrutins. Ces travaux supplémentaires effectués par les agents lors de ces consultations électorales peuvent être compensés de 3 manières différentes, soit en récupérant le temps de travail effectué, soit par le paiement d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires pour les agents éligibles aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, c'est l'IHTS, soit pour les autres par la perception de l'indemnité forfaitaire complémentaire pour élection, c'est l'IFCE. Les agents titulaires et contractuels relevant de la catégorie A peuvent percevoir une IFCE. Celle-ci peut être allouée dans la double limite d'un crédit global ouvert au budget et d'un montant individuel maximum calculé par référence à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, l'IFTS, susceptible d'être versée aux attachés territoriaux. L'IFCE est calculé sur la base de l'IFTS de 2e catégorie, grade d'attaché territorial, auquel il est appliqué un coefficient fixé entre 0 et 8. Ce montant ainsi défini servira de base de calcul du crédit global. Ainsi, il est proposé d'approuver l'instauration de l'IFCE pour les élections en faveur des agents communaux qui, en raison de leur grade, sont exclus du bénéfice des indemnités horaires pour travaux supplémentaires. En application de l'article 5 de l'arrêté du 27 février 1962, le montant mensuel de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires de 2e catégorie en vigueur à ce jour sera assorti d'un coefficient multiplicateur défini par la collectivité au taux de 8, de façon à déterminer un crédit par bénéficiaire et par tour de scrutin. Au vu de ces éléments, Monsieur le maire vous propose d'adopter l'instauration de l'indemnité forfaitaire complémentaire pour ces consultations électorales. La commission a émis un avis favorable unanime. Merci. Pas de remarques non plus, pas de demande d'intervention. Je mets aux voix qui est favorable. Pas d'avis contraire, pas d'abstention. Il en est ainsi décidé. La délibération numéro 3 nous est présentée par notre collègue Claude Luttmann. C'est la convention tripartite entre la commune, l'agglomération et l'établissement public pour la rétrocession des emprises foncières et équipements publics de la zone d'activité des portes de Sénart. L'EPA Sénart aménage la SAC des portes de Sénart à Comble-la-Ville, un secteur de 67 hectares destiné à accueillir 160 000 mètres carrés d'activités tertiaires, de commerce et de services. Le programme des équipements publics définit les équipements à réaliser et les conditions de leur transfert aux collectivités compétentes. La présente convention concerne la rétrocession du secteur ouest de la SAC, ça veut dire aux alentours de l'Intermarché. Les travaux étant achevés, elle fixe les modalités techniques
financière et administrative de la remise en gestion et du transfert de propriété des équipements publics et des emprises foncières à la commune et à la communauté d'agglomération Grand Paris Sud, Seine-Essonne-Sénart. Au vu de ces éléments et de l'avis positif de la Commission Aménagement et Développement durable, Monsieur le maire vous propose de signer cette convention tripartite entre la ville de Comblaville, la communauté d'agglomération Grand Paris Sud et l'EPA Sénart pour la rétrocession des emprises foncières et des équipements publics dans la zone d'activité économique des portes de Sénart. Merci. Vous avez tous lu la convention dans le détail et vous avez remarqué que la commune est concernée au titre de cette convention par les arrêts de bus. Hein. C'est la seule compétence qui revienne à la commune. Le reste relevant de la compétence économique globale de l'agglomération. Pas de remarques, pas de questions, je mets aux voix. Qui est favorable? Pas d'avis contraire, pas d'abstention. Il en est donc ainsi décidé. Le micro passe entre les mains de notre collègue Marilyn Georget pour la présentation des 3 délibérations suivantes, 4, 5 et 6, qui concernent toutes des conventions avec la Caisse d'allocation familiale. Rentrons déjà dans le détail de la numéro 4. Merci beaucoup. Les établissements d'accueil du jeune enfant municipaux constituent un service public essentiel au soutien des familles et à la politique de la petite enfance menée par la ville. Dans ce cadre, la Caisse d'allocation familiale, la CAF de Seine-et-Marne, accompagne financièrement les collectivités territoriales par le biais de conventions d'objectifs et de financement, notamment au titre de la prestation du service unique, le PSU, et des aides à l'investissement et au fonctionnement. La CAF, dans sa politique d'action sociale, contribue au développement et au fonctionnement d'équipements et de services qui facilitent la vie des familles et de leurs enfants. Pour ce faire, la formalisation des engagements de la CAF avec ses partenaires sous forme de conventions est obligatoire. Ces conventions encadrent un partenariat financier et stratégique tout en laissant à la ville son rôle de pilote et de gestionnaire des crèches. Elles définissent les objectifs poursuivis en matière d'accueil du jeune enfant, les engagements réciproques de la ville et de la CAF, les modalités de financement et pour finir les obligations de suivi et d'évaluation et de transmission des données d'activité et données financières. La présente délibération a pour objet la signature de ces conventions pour permettre à la ville de bénéficier des financements de la CAF, de garantir la continuité et la qualité du service rendu aux familles. Au vu de ces éléments, Monsieur le maire vous prie de bien vouloir en délibérer et de valider cette délibération, sachant que la commission prévention, épanouissement éducatif, social et citoyenne a donné un avis favorable à l'unanimité. Tout comme la commission administration, comme nous le confirme Éric Alamami. Pas de remarques, pas de questions, je mets aux voix. Qui est favorable? Pas d'avis contraire, pas d'abstention, c'est adopté. Le point 5, il s'agit donc des PPMS dans nos établissements d'accueil du jeune enfant. La commune de Comblaville, en sa qualité de gestionnaire d'établissement d'accueil du jeune enfant, place la sécurité des enfants, des familles et des professionnels au cœur de ses priorités. Dans le cadre de la mise en place d'un plan de mise en sûreté, conformément à la circulaire ministérielle numéro DGCS SD2C 2026-261 du 17 août 2016 relatif à la préparation aux situations d'urgence particulières pouvant toucher la sécurité des établissements d'accueil du jeune enfant ou des établissements relevant de la protection de l'enfance, la collectivité s'est engagée dans une démarche globale visant à anticiper et à mieux gérer les situations de risque majeurs ou de menaces susceptibles d'affecter ces équipements. Cette démarche implique la mise à jour
et l'opérationnalité des PPMS au sein des établissements d'accueil du jeune enfant qui accueillent un public particulièrement vulnérable. Elle nécessite notamment l'acquisition de matériel de sécurité adapté permettant tout d'abord de renforcer le contrôle et la sécurité des accès, d'assurer une capacité d'alerte rapide et efficace, de faciliter le confinement ou la mise à l'abri des jeunes enfants et du personnel, de garantir une signalétique claire et conforme aux exigences réglementaires. 4 équipements sont donc concernés par cet aménagement: les crèches collectives Les Moussaillons, les Farfadets, les Lutins et la crèche familiale Ribambelle. Les investissements envisagés tels que les dispositifs d'alerte, les équipements de sécurisation et de confinement, le matériel de communication de crise participent directement à l'amélioration des conditions d'accueil, à la prévention des risques et à la protection des personnes accueillies et des professionnels. Le soutien financier de la Caisse d'allocation familiale de Seine-et-Marne s'inscrit pleinement dans ces décisions d'accompagnement des gestionnaires d'établissements d'accueil du jeune enfant et constitue un levier essentiel pour permettre à la collectivité de mener à bien ces investissements structurants au bénéfice de la qualité et de la continuité de l'accueil. La ville a ainsi sollicité l'attribution d'une aide à l'investissement auprès de la CAF afin de concrétiser ce projet de sécurisation en cohérence avec les orientations nationales, les exigences réglementaires et les objectifs partagés avec la CAF en matière de protection et de bien-être du jeune enfant. Au vu de ces éléments, Monsieur le maire vous propose de valider donc cette délibération afin de pouvoir signer l'ensemble des documents ainsi que les conventions et pièces nécessaires à la mise en œuvre de cette aide et à son versement. Sachant que la commission prévention, épanouissement éducatif, social et citoyenne a émis un avis favorable à l'unanimité. Merci. Merci. Muni de ces 2 avis favorables unanimes, j'interroge notre Assemblée. Oui, Monsieur Vrignot. Oui, merci Monsieur le maire de me donner la parole. Simplement une petite précision si vous l'avez. Le montant de cette subvention représente environ combien par rapport à la charge globale de l'investissement? Est-ce que la part de la caisse d'allocation familiale représente environ combien? Alors, là, pardon, excusez-moi, je n'avais pas vu que mon micro était recoupé. Donc, pour information, nous avons une aide de 80% du coût total hors taxe, donc de la charge en fin de compte qui nous a été demandée par les entreprises qui ont posé donc ces petits boîtiers, parce que ce sont des petits boîtiers qui sont à poser en fin de compte dans différents endroits très stratégiques en fin de compte à l'intérieur des crèches, qui permet en fin de compte soit d'avoir on appuie en fin de compte sur un bouton et puis ça permet de savoir si s'il y a un problème soit chimique, soit problème de météo aussi, et éventuellement des intrusions. Donc on appuie et puis après en fin de compte ce petit boîtier, je pourrais vous montrer tout à l'heure si vous voulez, j'ai une photo donc d'intrusion, et en fin de compte on appuie sur le bouton et ça permet en fin de compte que la police municipale, la direction, monsieur le maire soit au courant tout de suite, et ça informe les autres structures aussi du problème. Donc toutes les autres structures sont aussi confinées quand il y a ce problème. Donc là par exemple j'ai différentes factures, ça monte à peu près par structure à 4 722 €, voilà, par structure, en gros, je pourrais vous donner les factures, je les ai, il n'y a pas de souci. Et donc, on est remboursé à 80% de la CAF. Très bien. 80%. Précision qui, sans nul doute, avait été demandée en commission. Il n'y avait pas de personne, voilà. Très Personne bien. n'a posé cette question. Mais non, parce que les commissions peuvent servir à cela. Mais j'en avais informé. Notre Assemblée méritait également d'être totalement informée.
Donc c'est 80% du montant hors taxe de la dépense. Voilà. Donc c'est une belle aide de la Caisse d'allocation familiale que nous remercions collectivement. Pas d'autres questions? Merci de celle-ci qui a permis cette réponse. Je mets aux voix qui est favorable. Je ne vois pas d'avis contraire ni d'abstention, c'est adopté. La dernière délibération que nous rapporte Marilyn Georget, c'est la numéro 6, toujours la CAF et toujours nos établissements d'accueil du jeune enfant. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Les établissements d'accueil du jeune enfant relèvent d'une mission de service public essentiellement consistant à garantir un accueil sécurisé, bienveillant et de qualité pour les jeunes enfants et leurs familles. L'arrêté du 31 août 2021 relatif au référentiel bâtimentaire applicable aux établissements recevant du jeune enfant renforce les exigences en matière de sécurité, de sûreté et de contrôle des accès afin de prévenir les risques d'intrusion et d'assurer la protection des enfants, des familles et du personnel. Dans ce cadre réglementaire, la commune de Combles-la-Ville souhaite engager un programme d'investissement visant à mettre en conformité les établissements du jeune enfant, municipaux, notamment par déjà l'installation et le remplacement de portes sécurisées, l'équipement en visiophone et interphone de l'accès aux établissements permettant un contrôle renforcé des entrées et des sorties, et tout autre équipement nécessitant une mise en conformité réglementaire. Ces équipements concourent directement à la sécurisation des locaux, à la prévention des risques et à l'amélioration des conditions d'accueil au sein des structures de la petite enfance. Il s'inscrit notamment dans l'obligation de mise en conformité des collectivités au plus tard au 1er septembre 2026, avec les attendus institués par l'arrêté du 31 août 2021. Afin de soutenir cet effort financier, la commune sollicite une aide à l'investissement auprès de la Caisse des allocations familiales de Seine-et-Marne dans le cadre des dispositifs d'accompagnement financier destinés aux établissements du jeune enfant et notamment du Fonds de modernisation des EAJE, le FME. 4 équipements sont concernés par cette demande de subvention: les crèches collectives, donc les Moussaillons, les Farfadets et les Lutins, et la crèche familiale Ribambelle. Au vu de ces éléments, Monsieur le maire vous propose donc de déposer cette demande de subvention relative aux dispositions d'accompagnement financier destinées aux EAJE et notamment du Fonds de modernisation des EAJE, sachant que la commission épanouissement éducatif, social et citoyenne a donné un avis favorable à l'unanimité et que Merci. Et je suppose que le taux de subvention est le même. oui. Voilà. Alors plus exactement, pour être plus précis, ça concerne donc des visiophones et donc des visiophones à l'entrée en fin de compte, et puis des audiophones aussi à l'intérieur des structures pour que les personnes ne se déplacent plus et qu'elles peuvent ouvrir la porte toutes seules. Et puis d'autres, surtout au Farfadet, de mettre des portes avec des oculus, et sécurisées, avec des anti-pince-doigts, Et tout ça, 80%. Tout à fait. Parfait. Merci. Pas de questions ni de remarques. Je mets aux voix qui est favorable. Pas d'avis contraire, pas d'abstention. C'est adopté. Et sur les mêmes sujets, mais dans un autre secteur qui est celui de la jeunesse, nous avons une délibération, la numéro 7, de demande de financement 2026 pour notre accueil de loisirs pour nos adolescents avec la CAF. Et c'est Juliette Brodas qui nous présente cette délibération. Merci, Monsieur le maire. Les accueils de loisirs sans hébergement adolescents municipaux constituent un service public essentiel au soutien des familles et à la politique jeunesse menée par la ville. Dans ce cadre, la Caisse d'allocation familiale de Seine-et-Marne accompagne financièrement les collectivités territoriales par le biais de la convention d'objectifs et de financement, notamment au regard de leur politique en direction du temps libre des enfants et des jeunes, permettant le développement et le fonctionnement
des accueils de loisirs sans hébergement pour les 12-17 ans déclarés auprès du service départemental à la jeunesse et au sport. L'accueil de jeunes répond à l'ensemble des caractéristiques suivantes. Accueillir de manière régulière de 7 à 40 jeunes âgés de 14 ans ou plus, est organisé en dehors d'une famille pendant au moins 14 jours consécutifs ou non au cours d'une même année, répondant à un besoin social particulier explicité dans le projet éducatif. La CAF, dans sa politique d'action sociale, contribue au développement et au fonctionnement d'équipements et de services qui facilitent la vie des familles et de leurs enfants. Pour ce faire, la formalisation des engagements de la CAF avec ses partenaires sous forme de convention est obligatoire. Cette convention, si annexée, encadre un partenariat financier et stratégique tout en laissant à la ville son rôle de pilote et de gestionnaire des accueils de loisirs sans hébergement. Elles définissent les objectifs poursuivis en matière d'accueil de loisirs sans hébergement des adolescents, les engagements réciproques de la ville et de la CAF, les modalités de financement, les obligations de suivi, d'évaluation et de transmission des données d'activité et données financières. La signature de cette convention est indispensable pour permettre à la ville de bénéficier des financements de la CAF, de garantir la continuité et la qualité du service rendu aux familles. Au vu de ces éléments, M. le maire propose au conseil municipal de signer la convention d'objectifs et de financement avec la CAF pour l'accueil de loisirs sans hébergement adolescents de la ville. La commission Animation, épanouissement, culture et sportif a émis un avis favorable. Merci. Vous aurez tous, bien sûr, pris connaissance des 22 pages de la Convention et en particulier des pages 6 et 7 qui donnent les détails assez techniques, il est vrai, de contribution de la CAF à l'ensemble des activités que propose notre dispositif jeunesse, en rappelant l'offre existante à laquelle s'ajoute une offre nouvelle, un complément, donc que la CAF nous propose, ceci en haut de la page 7 du dit document. Pas de remarques, pas de questions, je mets aux voix qui est favorable. Pas d'avis contraire, pas d'abstention. C'est décidé. Le point 8 que nous présente Dominique Vignol, c'est un point que nous voyons tous les ans à peu près à la même époque, et qui est l'attribution de notre subvention au fonctionnement de notre maison des jeunes et de la culture, portant par la même occasion approbation de la convention d'objectifs de l'année 2026. Oui, je vous remercie, Monsieur le maire. Effectivement, la présente délibération a pour objet l'attribution d'une subvention municipale d'un montant de 235 659 € à la Maison des jeunes et de la culture L'Oreille Cassée de Comble-la-Ville, ainsi que l'approbation de la convention de partenariat et d'objectifs rendue obligatoire par l'article 10 de la loi numéro 2000-321 du 12 avril 2000, dès lors qu'une collectivité verse une subvention supérieure à 23 000 €. La MJC occupe une place importante dans le paysage associatif et éducatif de Comble-la-Ville. Association d'éducation populaire, elle contribue à la mise en œuvre des politiques culturelles, citoyennes, éducatives et de prévention sociale portées par la commune en direction de la jeunesse et des familles. Le partenariat entre la ville et la MJC s'inscrit dans les priorités municipales suivantes. Renforcer la cohésion sociale par une offre d'activités accessibles et diversifiées, accompagner les jeunes Comble-la-Villais en leur proposant des espaces d'expression et d'engagement, favoriser l'accès à la culture, à la créativité, au numérique et à la citoyenneté, soutenir les actions de prévention, de médiation et d'accompagnement éducatif. Depuis plusieurs années, la MJC constitue un acteur essentiel du service jeunesse municipal avec lequel elle entretient une collaboration renforcée. La commune
porte aujourd'hui un projet majeur, à savoir la création d'un équipement dédié à la jeunesse qui regroupera le service jeunesse municipal, la MJC L'Oreille Cassée et la Microfolie. Ce futur équipement a vocation à devenir un véritable pôle de ressources, d'innovation culturelle et d'accompagnement des jeunes, favorisant le travail partenarial, la cohérence des parcours et la mutualisation des moyens. La présente convention d'objectifs contribue à consolider ce projet en clarifiant les engagements réciproques de la ville et de la MJC en matière d'accueil, d'accompagnement et d'animation jeunesse, de coopération éducative avec les établissements scolaires, de co-construction d'événements culturels, d'implication dans la vie locale et associative. Depuis un an, la MJC s'est dotée d'un nouveau directeur qui a entrepris un travail important de redynamisation de la structure, marqué par différentes actions visant à assurer la pérennité économique de l'association, notamment avec la mise en œuvre d'un DLA, un dispositif local d'accompagnement, permettant d'appuyer la MJC dans l'amélioration de sa gestion, de son organisation interne et de son modèle économique. La sollicitation de la CAF et du département de Seine-et-Marne, qui ont accepté d'accompagner la MJC dans l'analyse et la structuration de son projet associatif, le développement de nouveaux partenariats renforce la capacité de l'association à diversifier ses ressources. La saison 2024-2025 est marquée par une très forte augmentation des fréquentations, portée par une programmation vivante et adaptée aux attentes des différents publics, faisant de la MJC un véritable lieu de vie ouvert, attractif et convivial. La convention ci-jointe précise les missions confiées à la MJC, les objectifs annuels, les modalités de suivi et d'évaluation, ainsi que les engagements financiers de la commune et les obligations de l'association. Cette convention garantit une gestion rigoureuse, une transparence financière et une cohérence avec les objectifs municipaux en matière de jeunesse, d'éducation et de culture. Pour l'année 2026, il a été proposé de conserver les montants à l'identique de l'année précédente, à savoir une subvention de fonctionnement de 114 235 €, les frais de personnel pour 94 194 €, le remboursement de la mise à disposition de la secrétaire de 23 230 € et une subvention pour le Festival des Cultures au moment de la fête de la ville de 4 000 €. Donc le tout donne un total de 235 659 €. La convention de partenariat et d'objectifs 2026 a été annexée à la présente délibération. Et au vu de ces éléments, Monsieur le maire vous propose d'adopter l'attribution d'une subvention à la MJC L'Oreille Cassée et d'approuver la convention d'objectifs 2026, sachant que la commission animation, épanouissement culturel et sportif a donné un avis favorable. Merci. Bon, il s'agit, comme tous les ans, d'un moment important dans la relation entre la commune et notre Maison des Jeunes et de la Culture, dont il n'est jamais inutile de rappeler tout le soutien que nous nous efforçons de lui apporter depuis de très nombreuses années, voire décennies, notamment au moment où cette structure lourdement déficitaire avait fait l'objet d'un soutien massif financier de la commune pour permettre que le déséquilibre budgétaire soit compensé et pour permettre à la structure de pouvoir repartir dans des conditions plus sereines quant à son avenir. Et bien nous en a pris, puisque le développement et la structuration de plus en plus solide de cet établissement ne sont plus à démontrer. Je veux saluer parmi ceux qui nous écoutent dans le public un des présidents historiques de la structure, accompagné, ou l'inverse, du directeur actuel. Leur présence ici marque bien sûr toute l'importance que représente pour la MJC ce moment au cours duquel le conseil municipal adopte les conditions dans lesquelles le principe et les principes qui figurent dans la Convention vont pouvoir être accompagnés par la collectivité. Et donc je les salue et je les remercie bien sûr de leur présence. Une grande partie de la Convention et de tout ce qui en découle
est le fruit d'un travail de concertation et d'action collectif permanent mené entre la commune et notre MJC. Je ne vois pas de questions. Monsieur Vrignot. Oui. Pardon. Oui, simplement deux petites choses que je voudrais rappeler. D'abord, l'effort que fait la commune pour la pérennité des financements est important. Ceci ne doit pas nous faire oublier que nombreuses sont les fédérations et associations d'éducation populaire en France aujourd'hui qui traversent une vraie crise justement au regard des financements. Et je pense que le développement que M. Vignal a fait sur l'importance de l'action qui est conduite, cette action aujourd'hui, malheureusement, se trouve entravée dans un bon nombre de collectivités de par un certain nombre de choix qui sont faits et une fragilité même des financements qui proviennent de l'État, des régions et des départements. Ça, c'était un élément que je souhaitais apporter à tout le monde. Donc, la consolidation et la pérennité des financements et du soutien que vous apportez, que la commune apporte depuis de nombreuses années, et je peux en témoigner. Malheureusement, celle-ci, j'allais dire, elle a besoin, elle est fragilisée et elle a besoin d'être consolidée à terme. La deuxième remarque, c'est par rapport au projet qui a été évoqué, longuement développé. Est-ce qu'il serait possible de nous donner quelques petits repères au regard du calendrier qui est actuellement en cours par rapport à l'émergence du nouvel établissement? Je vous remercie. Alors, pour ce qui concerne la deuxième partie de votre intervention, qui est en fait une question, nous avons récemment donc pris à nos côtés un assistant à maîtrise d'ouvrage qui va finaliser le programme qui est déjà bien avancé et dont l'ensemble des caractéristiques a été établi, je dirais, mètre carré par mètre carré entre la commune et la MJC. Et je sais qu'une réunion est prévue très prochainement entre la MJC et nos équipes autour de notre assistant à maître d'ouvrage pour bien vérifier, une fois de plus et définitivement, que tout ce sur quoi nous sommes tombés d'accord est bel et bien prévu dans le programme détaillé, circonstancié, qui permettra ensuite le lancement du concours de maîtrise d'œuvre, afin qu'il n'y ait pas méprise au moment de la consultation des architectes sur ce qu'il y a lieu de faire et les conditions dans lesquelles il convient de le faire. Donc nous sommes désormais dans la phase qui précède la désignation en septembre prochain de l'architecte, avant que ce maître d'œuvre, qui sera choisi par le jury dont nous avons déterminé la composition lors d'une précédente séance de notre conseil, une fois l'architecte choisi, bien c'est la procédure naturelle conduisant ensuite au dépôt du permis de construire sur la base du projet qu'il aura présenté et que nous aurons validé, puis ensuite le choix des entreprises, puis ensuite les travaux. Tout ceci a fait l'objet récemment encore d'une rencontre entre la commune que j'ai présidée avec nos amis représentants de la MJC, qui ont tous pris acte, je dis bien tous, pris acte des précisions que nous étions en mesure de leur donner et qui sont confirmées jour après jour et dans l'ordre d'avancement du projet tel que je viens à très grande ligne de vous le rappeler. Sur la première partie de votre intervention, bien écoutez, ma seule réponse est merci de reconnaître et de saluer publiquement le travail que nous avons toujours effectué et que nous continuerons bien sûr à effectuer aux côtés de la MJC dans deux éléments essentiels qui sont la complémentarité de nos actions en direction du même public que sont
en particulier les jeunes, mais pas que, c'est la Maison des jeunes et de la culture, et le respect mutuel qui, depuis longtemps, est à l'ouvrage de manière extrêmement sereine, extrêmement tranquille entre la collectivité, qui est garante de la pérennité de l'association, et l'association qui garantit de cette pérennité peut encore plus émettre et faire vivre son projet. Je ne vois pas d'autres remarques ni questions. Je vais mettre aux voix ce projet de délibération. Qui est d'avis de l'adopter? Pas d'avis contraire, pas d'abstention. Il en est ainsi décidé. Merci à tous. La dernière délibération qui nous est proposée, c'est Juliette Bredas qui nous la rapporte, c'est la convention de partenariat entre la commune et notre collège des zones dans le cadre des mesures dites de responsabilisation. Merci, Monsieur le maire. Le Code de l'éducation, et notamment son article R 511-13, prévoit une échelle de sanctions incluant la mesure de responsabilisation. Celle-ci poursuit un double objectif, réaffirmer le respect des règles et limiter les exclusions temporaires ou définitives afin d'éviter tout risque de déscolarisation. L'accent est mis sur la responsabilisation des élèves et leur apprentissage des droits et des devoirs liés à l'exercice de la citoyenneté. Une nouvelle sanction, la mesure de responsabilisation, a ainsi été créée. Son objectif est de donner à l'élève sanctionné la possibilité de témoigner de sa volonté de conduire une réflexion sur la portée de son acte, tant à l'égard de la ou des victimes que de l'ensemble de la communauté éducative. Ce dispositif disciplinaire met l'accent sur l'individualisation de la sanction, la responsabilité de l'élève ou l'implication de sa famille dans un processus éducatif. Il consiste pour l'élève à participer, en dehors des heures d'enseignement, à des activités de solidarité, de citoyenneté ou à l'exécution des tâches à des fins éducatives à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement. La ville de Comble-la-Ville a été sollicitée par monsieur le principal du Collège des Zones pour l'accueil de jeunes au sein du service jeunesse dans le cadre de ces mesures de responsabilisation. Le partenariat proposé est soumis à signature d'une convention relative à l'organisation de ces mesures. Il s'inscrit dans la continuité du travail engagé par la ville en termes de prévention éducative et l'accompagnement des enfants, jeunes et familles. Un bilan annuel sera réalisé conjointement avec le collège. Il permettra d'évaluer la portée de ces mesures et les conditions de mise en œuvre. Au vu des éléments, monsieur le maire nous propose d'adopter la convention de partenariat entre le collège Les Zones et la ville de Comble-la-Ville dans le cadre de mesures responsabilisation. La commission animation, épanouissement, culture et sportive a émis un avis favorable. Merci. Bon, vous avez bien sûr pris connaissance des 2 pages de la convention, qui est une convention type venant de l'État et sur laquelle nous n'avions réellement aucune remarque à faire et que nous signions bien volontiers en espérant apporter au collège dans son souhait de faire de l'éducation pertinente et éclairée les meilleures réponses possibles. Pas de remarques, pas de questions. Je mets aux voix. Qui est favorable? Pas d'avis contraire, pas d'abstention. Il en est ainsi décidé. Nous avons achevé l'examen des 9 points inscrits à notre ordre du jour. Je n'ai reçu aucune question posée par aucun groupe de notre Assemblée. Je peux donc clore la séance en vous souhaitant à toutes et à tous une bonne soirée et en vous donnant rendez-vous le mois prochain pour le dernier conseil municipal de ce mandat. Bonne soirée à tous.